nano, tu vois, normal. C'est un nano normal c'est des délires. Autant l'univers, c'est pas Larry, tu avais une question un peu plus précise sur ce genre de projet. Yes, I have a question about Go Europe. I mean, what is the reaction of the people when you talk about it, when you walk in Europe? How do the Europeans react to this? Yeah, I started, or I should say, we started with about Alors en fait, il nous a raconté que donc il a voyagé donc dans plusieurs pays. Il a déjà été à Lisbonne, etc. Il a même passé en Catalogne et donc à chaque fois il a rencontré des gens qui étaient pro-européens finalement. Il a rencontré quasiment personne qui était opposé à ce projet. Et même par exemple en Catalogne, il dit finalement les Catalans n'ont pas la même réaction que les Anglais. Vis-à-vis de l'Europe, donc ils aiment l'Europe aussi, et même les Basques, donc ils sont des minorités quand même assez importantes en France et en Espagne, eux préfèrent finalement l'Europe aux pays centralisés que représentent la France et l'Espagne. Virgule. La pause champagne. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Merci. Pulsar, c'est bon. Regarde ces bulles. Il doit y avoir une vie organique, je pense. Point d'exclamation. Eh bien voilà, à votre santé. 9h14 sur Radio Pulsar, vous écoutez l'Europe en plus consacré aujourd'hui à l'espace en compagnie de Jérémy, étudiant et aussi par rapport aux nouvelles technologies, par rapport... Donc je suis membre d'une association qui essaie de vulgariser les nouvelles technologies et la science de pointe afin de la faire connaître au plus grand nombre. Donc tu pourras nous partager quelques notions sur l'espace et aussi nous sommes toujours avec Larry. Larry, tu vas nous présenter une petite chronique sur la conquête spatiale. Exact. Et on va commencer avec un petit sonore de JFK. Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Donc aller jusqu'à marcher sur la Lune. Alors donc voilà, ce discours de 1962 de Kennedy faisait écho à l'envoi en 1961 par l'URSS du premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Alors l'idée d'envoyer des gens dans l'espace n'est pas neuve. On pensera notamment à Jules Verne qui déjà de son temps pensait envoyer un obus sur la Lune, ou bien à Cyrano de Bergerac qui racontait ses voyages lunaires en plein XVIIe siècle. Pourtant, ce n'est que dans les années 60 que cette réalité va prendre forme. La compétition entre les blocs de l'Est et de l'Ouest est à son summum, et ce sont les Russes qui vont donc envoyer le premier homme dans l'espace pour un vol satellitaire en 1961. Les Américains, qui n'étaient pas très chauds au début, décident d'intensifier leur programme pour envoyer en 1969 les premiers hommes sur la Lune, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'ego des grandes puissances. L'Europe, quant à elle, cherche dès les années 60 à s'unir autour d'un projet spatial commun. En effet, dans les années 50, Anglais et Français s'étaient déjà rapprochés autour des lancements de missiles intercontinentaux. Tout ceci n'est pas très concluant, les initiatives de coopération tombent à l'eau. Finalement, ce qui va décider les Européens à s'unir, c'est leur retard phénoménal sur l'URSS et les USA, surtout au niveau des budgets qui étaient éclatés entre tous les États membres. Ainsi, l'ESA va voir le jour en 1975 et permettre à l'Union européenne de s'accrocher au wagon de la NASA et des Soviétiques, puis de produire les lanceurs mythiques de la gamme Ariane. Notons enfin que le premier Européen de l'Ouest à aller dans l'espace est un Français, c'est Jean-Loup Chrétien qui va faire son premier vol en 1982. Et donc à travers tout ça, la conquête spatiale, on a vu, c'était surtout l'affrontement de guerre froide entre les États-Unis et la Russie, l'URSS à l'époque. Et aujourd'hui, c'est encore un peu le cas, ou on est sur d'autres fronts? Finalement, comme Jérémy va pouvoir nous le dire après, aujourd'hui, il y a non seulement les Russes, il y a les Européens, il y a les Américains, mais il y a aussi maintenant il y a les Chinois, il y a les Japonais qui participent également à la construction de projets spatiaux, et même les Indiens. Enfin. Donc Jérémy, rebonjour. Précisons Bonjour. quand même que tu es étudiant en technologie, en nouvelle technologie, tu essayes de promouvoir la technologie dans les différents... Dans tes études. Et où en est-on concrètement dans l'espace, dans la conquête spatiale? Va-t-on vers de nouveaux projets qui vont construire ou qui vont amener à des expériences?
ou plutôt on essaye d'être à l'économie et de ne pas trop se focaliser sur le monde sur le grand monde, le monde vers l'infini, mais plutôt vers le nanomonde, le plus petit? Pour l'instant, je dirais qu'on est dans une période un peu charnière. Justement, après l'échec des missions Apollo 13 et la fin de la guerre froide, le secteur spatial s'est un peu refroidi. Parce que finalement, la guerre froide était terminée, on n'avait plus besoin de montrer ces grosses fusées à l'URSS. Cependant, le domaine commercial s'en est emparé avec toutes les technologies des télécommunications, que ce soit avec les satellites, les GPS, évidemment les satellites militaires. Et du coup, aujourd'hui, on en est plus à essayer de réduire le coût des lancements pour le grand boom technologique à cause des... Enfin, on essaye de promouvoir des lancements au bas coût, notamment par l'intermédiaire de compagnies privées comme la compagnie du célèbre milliardaire Elon Musk, donc fondateur de PayPal et de Tesla, qui a créé SpaceX, et qui lui essaye de créer des lanceurs réutilisables, qui est plus ou moins à la pointe de l'innovation aujourd'hui. Et le programme européen dans tout ça, on sait qu'il y a eu les fusées Ariane, la dernière fusée, si c'est Ariane 6 ou Ariane 5. Ariane 5. Et où ça en est très concrètement? On lance des satellites en Europe, c'est juste ça, ou on essaye d'aller plus loin? Oui, pour l'instant, en fait, le principal domaine de l'ESA, c'est... Qu'est-ce que l'ESA? L'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne, donc European Space Agency, qui sont en partenariat avec la société française Arianespace, qui, elle, s'occupe, comme son nom l'indique, du traitement des fusées Ariane. Et pour l'instant, donc, les principaux domaines d'activité, ce sont le lancement de satellites privés et également de nombreuses missions de recherche spatiale, comme je vous en citais 2-3, donc Solar Orbiter, qui est une sonde qui orbite autour du Soleil, qui va être lancée en 2022, si je ne m'abuse. Mars Express, qui étudie Mars. Les missions Cassini-Huygens, qui viennent de se terminer il y a quelques mois, qu'on a décidé de détruire ces sondes spatiales qui étudiaient Jupiter et ses lunes, enfin Saturne plutôt. Et la prochaine mission d'exploration s'appelle Bepi Colombo et elle est à destination de la planète Mercure et elle se fait en coopération avec l'agence spatiale japonaise. Et moi, je voulais parler d'un sujet plus spécifique. La dernière mission, grande mission, on va dire, mondiale, russe, si je ne me trompe pas, Philae. Philae qui est une sonde, un robot qui a voulu prendre des échantillons sur un astéroïde, si tu te rappelles bien. Est-ce qu'on verra plus de missions d'envergure robotique pour prendre des échantillons comme c'était le cas avec Philae? Oui, l'avenir est indéniablement au robot, comme on a pu le voir aussi sur Mars avec le robot Curiosity. Car les vols habités, aujourd'hui, c'est un peu... Les vols habités sont difficiles à mettre en œuvre et surtout depuis l'explosion des navettes spatiales Challenger et Columbia, on a un peu du mal à sacrifier des vies humaines. Larry. Et il y a aussi un autre truc intéressant, c'est que je crois que les Chinois essayent également de rattraper leur retard, entre guillemets, au niveau de la conquête spatiale, et je crois qu'eux, ils voudraient par contre faire un vol habité vers la Lune ou quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont pour ambition, enfin, ils l'ont annoncé, de développer des bases lunaires. Bon, après, ça reste de l'hypothétique, mais ils sont en train de combler le retard faramineux qu'ils avaient, notamment avec leurs nouvelles fusées Longue Marche, qui sont quasiment plus performantes qu'Ariane 5, et qui sont donc... qui deviennent donc un concurrent de poids pour... Et je crois pour même les Américains. qu'ils ont fait une société qui s'appelait X-Space en référence à SpaceX. Ouais, en effet, parce que maintenant... C'est la concurrence, ça. Les agences spatiales, aujourd'hui, ont un peu du mal à s'imposer parce qu'elles dépendent des budgets militaires, enfin, des budgets de l'État, de la politique, de l'opinion publique, alors que les sociétés privées n'ont besoin que d'être rentables. Et du coup, les Chinois ont décidé d'investir dans des sociétés privées, et dont une qui s'appelait X-Space, donc un petit plagiat de SpaceX, comme on le sait, les Chinois aiment bien copier. D'ailleurs, on parlait de concurrence du privé, tu parlais du secteur privé. Aujourd'hui, ça devient rentable pour une entreprise comme SpaceX de vouloir conquérir l'espace?
Oui, pour l'instant, ça devient rentable. Il y a quelques mois, ils ont lancé le premier essai de leur fusée Falcon Heavy, qui justement embarquait une voiture Tesla. C'était un grand coup de pub, mais cette fusée, Falcon Heavy, est la première fusée réutilisable et ils ont réussi à réutiliser le lanceur, à le récupérer. Et selon ces estimations, elle serait 2 fois moins chère qu'une fusée Ariane 5 et elle permettrait d'embarquer 3 fois plus de masse en orbite géostationnaire. Donc, finalement, des organismes, des institutions comme la NASA, comme l'ESA, ça va vouer à disparaître, ou il y aura davantage de collaboration entre le privé et le public? Pour ce qui est de la NASA, il faut savoir que justement, ils ne produisent plus eux-mêmes leurs vaisseaux et SpaceX est donc le prestataire de la NASA, donc c'est eux qui font les fusées pour eux. Et ils peuvent en contrepartie exploiter le site de lancement mythique qui est Cap Canaveral. Pour ce qui est de l'ESA, ils n'ont pas vraiment c'est eux-mêmes qui développent leurs fusées et en réponse à toute cette concurrence, donc les fusées chinoises et privées, ils ont décidé de développer la fusée Ariane 6. Et oui, Larry, tu as une question à poser. Finalement, c'est une remarque. Oui. C'est finalement, on peut voir que finalement chez les Américains, il y a un peu cette collaboration entre le privé et le public, alors qu'en Europe, on reste finalement assez centré sur des projets publics. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est moins performant? Pas forcément. C'est le but aussi du projet européen, quelque part. On a une participation de différentes technologies. Airbus participe notamment au programme aérospatial. On a les Anglais aussi. D'ailleurs, que va devenir la collaboration avec les Anglais, vu que l'ESA correspond aux 28 membres de l'Union européenne et bientôt aux 27. Je crois d'ailleurs que dans l'ESA, il n'y en a pas 28, je crois qu'il y en a 22. Non. Enfin, en fait, l'ESA est plus ou moins contrôlée par l'Union européenne. Cependant, il n'y a pas que des États membres européens. Il y a par exemple la Suisse qui participe. Ce n'est pas spécialement une organisation fondée, calquée sur l'Europe. Les Anglais continuent évidemment à l'exploiter. Et ça va continuer, tu penses ? Oui, bien sûr que ça va continuer. Même avec le Brexit. Ouais, le Brexit n'aura pas trop d'incidence. Et moi, je voulais parler un peu petite folie, le tourisme spatial. Qu'en penses-tu? On a vu Virgin qui a voulu s'attaquer à ce concept. Quel avenir finalement on peut donner à ce genre de tourisme qui va valoir des millions d'euros pour pouvoir pour pouvoir voir l'espace en quelque sorte? C'est plus ou moins encore aujourd'hui très hypothétique, mais les annonces faites par les compagnies comme SpaceX qui parlent par exemple de coloniser Mars peuvent nous laisser rêveurs. Évidemment, ils ont fait beaucoup d'annonces farfelues, mais ils ont quand même réussi à leur plus gros défi qui était le lanceur réutilisable. Et pour l'instant, ils sont en train de développer des modules spatiaux plus ou moins, on va dire, démocratiques, enfin plus faciles à utiliser et accessibles aux novices, ainsi que des combinaisons spatiales plus légères et plus faciles à mettre. Donc on pourrait rêver dans 20, 30, 40 ans, peut-être voir des billets spatiaux, des billets pour aller en orbite ou même sur la Lune ou même Mars. Mais après, ça reste assez hypothétique et il faudra évidemment une volonté politique parce que les compagnies privées à elles seules n'ont pas assez d'argent pour financer de tels projets. Et Mars, Jérémy, tu y crois ? Ou c'est vraiment difficile pour l'être humain d'y accéder? Comme on voit dans les différents films, je pense notamment... Celle sur Mars ? Oui, voilà, exactement. Justement, j'avais été à une conférence qui parlait là-dessus et le principal problème de Mars, c'était pas le technique, c'était pas la prouesse, c'était la volonté et surtout l'argent. Car Elon Musk propose de coloniser Mars, mais il n'aura jamais assez d'argent pour établir des bases lunaires et tout, martiennes, sans réel soutien politique. Et est-ce que la colonisation de Mars est une préoccupation politique? Je ne pense pas. Mais bon, on peut toujours rêver. Peut-être qu'Elon Musk, en bon génie capitaliste du 21e siècle, réussirait son pari. Elon Musk, ton idole, Larry. Mon idole, je dirais pas ça, parce que franchement, PayPal, moi, j'aime pas trop. Donc, il l'a vendu. Il a vendu PayPal d'ailleurs. Mais c'est quand même intéressant aussi de voir le parcours d'Elon Musk finalement qui s'est rattaché au rêve spatial. Et finalement, c'est vrai que tout ce qui tourne autour de la conquête spatiale reste quand même quelque chose d'assez fort dans l'imaginaire collectif.
Donc finalement, dans un premier temps, la Lune, peut-être plus proche The que nous. Moon. Oui, on va revenir au fameux discours de John Fitzgerald Kennedy, ce qui paraît quand même plus logique et plus réaliste. Ouais, ça paraît plus logique, mais pour l'instant, la Lune est un peu passée de mode, à part les Chinois. Maintenant, une fois qu'on y a été, il n'y a plus vraiment d'ambition. Bon, Trump a annoncé vouloir se rendre sur la Lune, mais pas grand-chose n'a été fait dans ce sens. Je pense que Mars est maintenant la nouvelle limite. Je ne pense pas qu'on retournera vraiment faire des missions habitées sur la Lune, mais qu'elle pourrait servir de base de robots ou d'installation. Mais maintenant, Mars is the new limit. Eh bien, merci à toi, Jérémy, étudiant en technologie, d'avoir répondu à nos questions. Venu de Belgique, je précise. Venu de Belgique, donc voilà, on n'est pas que en France ici sur radio. Pulsar, première radio sur Mars. Si vous connaissez les étoiles en plus avec Radio Pulsar, merci à toi, Jérémy. Merci à Larry pour le débat sur l'espace. Merci. À quoi tu penses? Pulsar. Je n'arrive pas à suivre, tu éteins tout le temps. Les étoiles en plus.